Mais si tu veux, il y avait une résonance qui vraiment venait me taper en me disant quand même, Sandy, tu vois bien là, tu vois, il y a un thème là. Il y a un thème autour de la santé. Là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment un espèce de message que je pouvais pas rater, quoi. C'était pas juste une petite lumière qui s'éclaire. Genre, c'était un tsunami, un truc de dingue qui venait me chercher, qui me dit, mais à quoi tu sers, quoi? T'es là avec la pub, les paillettes dans les yeux. Mais bon sang, qu'est-ce que tu trafiques au quotidien? C'était pas tant la question de pourquoi pas moi? Pourquoi moi je pourrais pas changer? C'était surtout au début, mais pourquoi moi? Pourquoi je vis ça? Dans du pourquoi pas moi, si t'attends de verrouiller tout un tas de trucs pour te sentir trop en sécurité, tu vas nulle part. Donc c'est bien à un moment donné de faire les choses qu'on a envie. Et tu vois, je me suis pas limitée en me disant non mais je peux pas faire ça, ça n'existe pas. Fais les choses. Je me suis écoutée et ça n'a pas toujours été très simple, mais en fait je m'en fichais complètement quoi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Grâce à ce projet de podcast, j'ai eu le plaisir de revoir d'anciennes connaissances et de rencontrer de nouvelles personnes. Elles ont tout en commun d'être incroyables. Pour ce nouvel épisode, il s'agit d'une nouvelle très belle rencontre. Quand elle m'a proposé de participer au podcast en me racontant quelques éléments de son parcours, j'ai été séduite. Mais j'étais très loin d'imaginer la chance que j'allais avoir d'écouter son histoire. Mon invité a quelque chose de plus, de par sa personnalité et de son parcours. Sandy a fait des études d'économie statistique, passé ensuite 4 années dans la pub, puis, suite à une épreuve de la vie, elle s'est rappelée à ses rêves d'enfant et est partie en quête de sens. Écouter, comprendre, respecter, entendre et accompagner les périodes difficiles de vie sont désormais son quotidien depuis plus de 10 ans. Heureuse maman de 3 enfants, Sandy a su trouver sa place et faire du bien autour d'elle, avec un métier qu'elle a su se créer. Relaxologue, sexothérapeute. Bienvenue dans l'univers de Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as rapporté pour te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. J'ai ramené une petite sculpture du baiser de Rodin. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Ça me définit bien en fait. Je suis une personne de relation, d'amour, et le baiser, c'est pour moi un symbole très fort parce que la bouche est une partie du corps que j'apprécie particulièrement parce qu'elle permet de s'exprimer. Elle est aussi la porte de l'âme. Et pour moi, dans un baiser, en fait, ça résume tout ce partage et cette connexion que l'on peut avoir avec une autre personne. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs, une sculpture de Rodin, mais on ne sait pas trop parce que vu la finesse, peut-être que Camille Claudel, son amoureuse, l'aurait aidé. Donc j'aime bien ce mystère de rien n'est vraiment établi. On dit que c'est Rodin, mais en fait, on ne sait pas trop. Et puis au final, on s'en fout et on apprécie quand même. À quel moment tu l'as acheté, cette petite statue, ou on te l'a offert ? Je crois qu'il y a une quinzaine d'années. Tu te l'as offerte ou on te l'a offerte ? On me l'a offerte. On te l'a offerte, d'accord. Qu'est-ce qui te l'a offerte si c'est pas indiscret ? Mon mari. Ton mari ? Ton ex-mari, du coup ? Oui, mais ce sera quand même toujours mon mari. Ouais, d'accord. Est-ce que, avant qu'on parle de qui tu es aujourd'hui et qui tu étais dans les 15-20 dernières années, est-ce que tu peux nous parler de qui était la petite Sandy ? Où est-ce que tu es née ? D'où tu viens ? Ouais, avec joie. Avec joie parce que c'est ma petite fille qui est à l'intérieur maintenant. Elle m'accompagne toujours en fait. Alors, je suis née à Paris, dans une famille où il y avait déjà une grande sœur. Et puis, assez rapidement, on est parti vivre dans le sud, dans le Var, à Hyères. D'accord. Et c'était génial parce que, du coup, j'ai vraiment grandi dans la nature avec cette liberté de pouvoir aller jouer à la mer. Et c'était une enfance plutôt agréable. J'en garde des souvenirs très positifs. J'ai toujours été une enfant très joyeuse, qui prenait énormément soin des autres. C'était quoi tes passions ? Les cabanes. Les cabanes, d'accord. J'ai toujours aimé bâtir des univers, en fait. Okay. Et puis les partager, surtout. Donc, j'avais toujours une flopée de copains, copines. Et on partageait ça. C'était génial de pouvoir créer des univers. J'ai été assez seule, en fait, parce que mes parents travaillaient vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents ?
Ils étaient commerçants. D'accord. Ils avaient une boutique où ils tiraient des plans d'architectes, tout ça. Et c'est vrai qu'ils travaillaient vraiment Mon beaucoup. père est architecte d'intérieur. Donc j'ai grandi dans ce type d'endroit. Voilà, c'était beaucoup de travail. Ouais. Et du coup, c'était pour moi beaucoup de solitude. Ouais. Et dans cette solitude, en fait, j'ai vraiment créé, mon univers. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait, que j'avais énormément de choses dans ma tête et que j'aimais bien les mettre à l'extérieur et voilà, en scène toute seule quand je ne pouvais pas les partager, mais surtout les partager. Ouais. Et tu te disais, quand je serai grande, je ferai quoi comme métier? Ah, je voulais être docteur, Ouais. forcément, de cette envie de prendre soin, de faire plaisir. Je voulais être docteur et puis finalement, arrivée en 3e de collège, j'étais pas bonne du tout en physique, mais c'était la seule matière. Et puis du coup, on m'avait gentiment conseillé d'arrêter de penser à ça et puis de m'orienter sur autre chose. Et ça a été un des premiers faits marquants de ma vie parce que je me dis, si j'avais eu quelqu'un derrière qui me dit « What the fuck, la physique, on s'en fout, tu vas prendre des cours, tu vas voir, ça va aller », j'aurais eu un autre destin. Et aussi, c'est pas très grave parce que du coup, je suis quand même arrivée à l'hôpital après. Donc, j'ai eu. Mais il y a eu pas mal de choses entre-temps avant que tu arrives à l'hôpital. Oui, toujours. Ouais. Mais chez moi, toujours. C'est-à-dire que j'ai des objectifs et puis la vie m'amène à vivre d'autres trucs. Donc, je passe par d'autres chemins, mais je reviens quand même à mes objectifs. Ouais. Et c'était quoi, du coup, tes objectifs au plus profond de toi? De me sentir utile. Ouais. De donner du sens à ma vie, très tôt en fait. C'est vraiment ce qui me caractérise, de prendre soin, de faire en sorte qu'autour de moi ça se passe bien, que je me sente bien et que ma vie est une utilité. D'accord. C'est beau. Je sais pas. Ouais, si, c'est beau. Et donc, tu te dis, bon, je ne peux pas être docteur parce que je ne suis pas bonne en physique. Là, tu te dis, bon, je vais devoir réinventer un peu mon rêve, je vais devoir qui j'ai envie d'être. Et donc, quelle est la réponse à cette question? Je suis allée en sciences éco. Ouais. C'était très intéressant en fait de comprendre qu'il y avait toujours des mathématiques derrière tout, des modèles. Et ça a été une belle expérience pour moi parce que j'ai vraiment compris que pour sortir du cadre, il fallait vraiment le comprendre et être dedans. Et dans chaque modèle, en fait, on peut le dépasser une fois qu'on l'a bien compris. Ouais. Donc ça a été une philosophie de vie qui m'a vraiment aidée. Je suis allée loin quand même, jusqu'à la maîtrise d'économie statistique. Pour moi qui suis un peu une rigolote, un peu faux-folle, c'était un truc d'une grosse rigueur. Mais ça m'a vraiment permis, d'ancrer quelque chose de très rationnel et logique à l'intérieur de moi. Malgré toutes ces pensées, tous ces rêves. Donc ça a été une belle balance dans tout ça. Et la finalité, quand on fait ce type d'études, c'est pour faire quel type de job? Bien sûr, je voulais intégrer les pays de l'Est à l'Europe à l'époque. J'étais toujours dans cette démarche d'avoir une utilité. Donc voilà, hier, nous n'étions pas nombreux dans l'Europe. Donc c'était vraiment toute cette question d'intégration. Et puis finalement... c'était pas très rigolo quand même comme matière, l'économie. Et mes professeurs qui avaient appris à me connaître parce que je suis assez prenante en temps quand j'ai besoin. Et sur mon mémoire, du coup, j'avais passé beaucoup de temps avec mes profs qui, du coup, me connaissaient bien. Ils m'avaient dit quand même, vous savez, l'économie, c'est des métiers où vous êtes souvent seul dans votre bureau. Et là, je me suis dit, oh, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être seule, quoi. Je fais pas tout ça. Non, je suis là pour rencontrer du monde, pour discuter, pour être justement dans la vie et faire en sorte que les modèles économiques qu'on peut sortir ressemblent aux gens. Et on m'a dit, quand même, c'est pas tout à fait ça. Donc finalement, je suis allée dans la pub. Rien à voir. Mais si, il y avait une logique mathématique. Et puis, je retrouvais cette écoute, en fait. D'accord. Cette écoute du client, quelles sont les valeurs de la marque. Et puis après, les négociations en face, c'était génial. C'était ce que je préférais, en fait. S'entendre, comprendre quels étaient les avantages de chacun et jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller dans cette voie du milieu. J'adore. C'était pas tant un win-win, c'était vraiment une voie du milieu où en fait on était tous très satisfaits de ce qui se pouvait se passer et c'était pas une histoire de voilà, moi je suis là avec mes objectifs et je veux faire en sorte que... Et on a passé des super moments pendant 4 ans. Pendant 4 ans, donc tu travailles dans l'univers de la pub. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis stop? Est-ce qu'il y avait une petite voix en toi qui te parlait? Et si oui, qu'est-ce qu'elle te disait? Ah non, pas du tout. J'avais pas du tout de petite voix qui m'a dit ça. C'est l'expérience de vie. Je mets au monde une petite fille extraordinaire, une Charlotte, elles sont fantastiques. Et ma fille, au bout d'1 an, a commencé à avoir des problèmes de santé. D'accord. On a passé 4 mois dans les hôpitaux.
Et en fait, à l'hôpital, ce qui est très difficile, c'est qu'on y met un pied. Et en fait, c'est un système d'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir tout un tas d'examens qui sont faits avec des diagnostics potentiels. Et au fil du temps, on rétrécit. Alors, soit on rétrécit en entonnoir, soit on rétrécit en pied de vache. C'est-à-dire que ça peut prendre différentes directions, mais ça se rétrécit en fait. Et pendant ces moments-là, forcément, la terre s'est ouverte sous mes pieds. J'étais très jeune parce que j'ai eu ma fille assez jeune. Tu avais 25 ans, c'est ça ? Ouais, j'avais 25 ans. Et du coup, en fait, ça m'a effondrée de voir à quel point ce petit bout de fille était d'un courage extraordinaire sur tous les examens qu'on pouvait lui passer. Et donc, je me suis dit, moi, je ne peux pas craquer, mais quand même, j'avais juste envie de disparaître. Et c'est là-dedans, en fait, que j'ai puisé cette énergie du « mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Quel est le sens de ma vie ? Tous les jours, je vais travailler. Ouais, c'était génial. J'adorais mes collègues. Il y avait des super soirées. On faisait du bon boulot. Mais en fait, à quoi ça servait ? J'ai laissé mon enfant à la crèche super tôt. Je l'ai récupéré super tard. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait ? Et du coup, dans « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» j'ai eu le temps de vérifier, en fait, à l'hôpital que c'était pas du tout un endroit qui était insupportable pour moi. Face à un enfant d'1 an qui communique pas vraiment beaucoup, il y a eu ce besoin de me dire comment je fais pour qu'on communique, en fait. Oui, il y a tout ce langage non-verbal, mais comme on fait avec un nourrisson, en fait, on essaye de le comprendre, mais il parle pas. Et bien, en fait, ça m'est vraiment venu comme quelque chose de très clair, c'est-à-dire que quand il n'y a plus les mots, comment est-ce qu'on continue d'être en lien et comment est-ce que je peux apporter quelque chose ? Et c'est devenu une vraie vérité. En fait, en parallèle, il y a aussi mes voisins qui ont eu des problèmes de santé et j'ai accompagné donc mon voisin avec sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Il avait des symptômes, lui il avait une maladie, mais il avait les mêmes symptômes que ma fille, c'était des problèmes au cerveau. D'accord. Et ta fille finalement elle va bien elle aujourd'hui ? va super bien. Tant mieux. Elle va super bien. Mais si tu veux, il y avait une résonance qui vraiment venait me taper en me disant quand même, Sandy, tu vois bien là, tu vois, il y a un thème là. Il y a un thème autour de la santé, là, les deux, c'est le cerveau. Enfin, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était vraiment un espèce de message que je pouvais pas rater, quoi. C'était pas juste une petite lumière qui s'éclaire. Genre, c'était un tsunami, un truc de dingue qui venait me chercher, qui me dit, mais à quoi tu sers, quoi ? T'es là avec la pub, les paillettes dans les yeux. Mais bon sang, qu'est-ce que tu trafiques au quotidien ? Et du coup, je retrouvais exactement la même chose on ne peut pas forcément communiquer parce que c'est vrai que le cancer du cerveau, surtout il y a pas mal d'années, c'était très difficile et on ne sait jamais trop comment on va trouver l'autre. Et donc, ça demande toujours une espèce de candeur chaque jour. J'aime bien dire que chaque matin, je suis vierge. Mais en fait, c'est vrai. J'arrivais encore à cette époque-là en me disant « Ok, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger ? Et quand on ne peut plus parler ou bouger, comment on fait ?» Et dans cette curiosité de maintenir à tout prix le lien, parce que c'est essentiel pour moi, j'en suis vraiment venue à me dire « Ah non, mais en fait, il faut vraiment que je fasse un truc là-dedans, quoi. » Je me sentais d'une impuissance, aussi bien auprès de ma fille qu'auprès de mon voisin, que c'était insupportable. Vraiment. De me dire, moi, je suis là, je suis debout, je vais bien, mais en fait, ça va pas du tout. Et puis, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu avais ton petit moi d'enfant, je veux être médecin, je veux aider les autres qui... Oui, et du coup, tu vois, c'est intéressant parce que c'était pas tant la question de pourquoi pas moi, pourquoi moi je pourrais pas changer. C'était surtout au début, mais pourquoi moi ? Pourquoi je vis ça ? Et du coup... Donc là, t'en parlais du coup avec ton mari ? Ben oui, et en même temps, tu sais, quand tu vis des choses difficiles, quoi que ce soit... tu vis jamais de la même façon. Ça te touche pas au même endroit et puis tu réagis pas de la même façon. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça crée cette magie du tandem du couple qui permet aussi d'avoir cette voie du milieu là. Donc oui, on en discutait parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Lui m'écoutait beaucoup aussi, avec une autre logique, une autre philosophie, donc beaucoup d'incompréhension. Il a été très soutenant. Sans rien comprendre en fait de ce que je pouvais lui dire, parce que lui vivait les choses de façon très différente. Donc du coup, dans mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Il est sorti
en fait, pourquoi est-ce que je vivrais pas qui je suis? Là, aujourd'hui, je sens que voilà, il faut que j'aille là-dedans. Ouais. J'ai vécu une expérience difficile. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, mais ça m'a ouvert les yeux sur qui j'étais, moi, ce que j'avais envie, comment j'étais. Et puis, comme on est dans une société du faire, ok, moi, je suis ça, mais alors comment je le fais, quoi? Ouais. Et j'ai réfléchi quelques mois. J'ai bénéficié d'un licenciement économique parce qu'on avait perdu le dossier sur lequel je travaillais. C'est un peu l'alignement des planètes. Mais tout était parfaitement aligné. Ouais. Donc du coup, j'ai été licenciée. Et dans cette période, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Comment je me réinvente? Où je vais? Ouais. Comment je vais pouvoir exprimer qui je suis et ce que j'ai envie d'apporter? Ça a été très rapide. Mais chez moi, c'est toujours très rapide parce que je m'écoute. Et du coup, il y avait vraiment un aspect très corporel. Ouais. Même si j'adore parler, je me disais qu'il y a un moment où il faut dépasser la parole. Oui, la psychologie, la psychanalyse, la compréhension, c'est super. Mais aussi, des fois, tu es dans situation d'urgence où la question, c'est pas de comprendre. La question, c'est vraiment d'être au cœur de ce dont tu as besoin et comment tu le fais. Et quand ta fille était malade, tu t'es fait accompagner psychologiquement? Non. En fait, c'est allé trop vite. D'accord. C'est que c'était un tel tourbillon qu'il n'y avait pas d'espace pour ça. Ok. C'était... on était dans le train de la mine et on y allait, quoi. Donc, je l'ai fait après, en fait. D'accord. Assez rapidement, d'ailleurs. Et sur le moment, non, ça a été trop le tourbillon de la vie. Donc là, tu te dis, ok, je change, faut que je m'écoute, enfin. Donc là, est-ce que tu reprends des études? Oui, du coup. Alors, la grande question était, qu'est-ce que je fais? Ostéopathie. Enfin, je voulais vraiment aller vers du manuel. Se prendre soin du corps avec les mains. Et puis quand même, ostéopathie, c'était beaucoup d'années d'études. Donc, j'avais ma petite. J'avais envie T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 1 an. Ouais. 1 an et demi. Donc, du coup, 1 an et demi, du coup. Et il n'était pas question que je retourne encore dans un espèce de... Je me lance à fond dans un truc... Donc, est venue l'idée de la relaxation. Et ça a été génial parce qu'en fait, c'est vraiment une profession où il y a tellement de portes à ouvrir après. Donc, ça a été la première marche. Ouais. Mais j'en avais la première cruellement besoin. Me détendre, respirer. C'était en fait vraiment moi qui en avais besoin. Ouais. Et j'ai pris cette formation pendant 2 ans, ça a été super, parce que tu expérimentes d'abord sur toi toutes ces quantités de méthodes, la sophro, le yoga. Et c'était hyper précurseur, parce que c'était il y a combien d'années? 14 ans. Ouais, parce qu'aujourd'hui, maintenant, sophro-yoga, c'est... Avant, on voyait ça comme des gens un peu sectaires, C'est exactement ça. Et enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais de la sophro, je fais du yoga, mais quand j'en parle à mes parents, ils me disent, c'est bien, mais je leur aurais dit ça même il y a 4 ans, ils m'auraient regardé, mais notre fille, tu vrilles. T'imagines ce que m'a dit mon mari à cette époque-là. Il me dit, bien sûr, ça faisait un peu B68, des musiques un peu Vishnu, planantes. Mais il m'a fait confiance. C'était vraiment chouette parce qu'il m'a fait confiance, tout en comprenant encore toujours pas ce qui se passait pour moi. Mais voilà, j'ai fait ça donc pendant 2 ans. Ça me laissait du temps de m'occuper de ma fille. J'en ai attendu une deuxième. Et puis, comme je suis quelqu'un quand même qui a énormément besoin d'apprendre, je me suis formée à distance sur la psychologie de l'enfant, la psychopathologie. Il y avait des choses, du coup, quand même à distance à l'époque? Ça commençait. Ouais, ça commençait. Mais j'ai énormément de chance dans tout ça, en fait. C'est que vraiment, ma vie est une succession de choses qui se déroulent comme sur un tapis rouge. Alors, je dis pas que c'est facile toujours, mais il y a souvent... Et c'est ça, un alignement des planètes qui fait que, ok, là j'ai envie d'un truc et hop, ça se met en place. Et si ça se met pas en place, c'est pas grave, j'en fais pas un caprice, je le garde un peu dans le coin, mais ça se déroule toujours très facilement en fait pour moi. Donc je pars en relax, j'ouvre mon cabinet, ça commence à bien marcher. Donc là, ton cabinet, c'était quoi la cible, tes patients de l'époque? Alors, j'ai eu en fait une intuition extraordinaire, c'est que sortant du milieu hospitalier, je me suis dit, ok, je vais aller parler avec les médecins généralistes autour de mon cabinet et plus loin, pour leur parler de cette pratique qui effectivement à l'époque n'était pas du tout connue. Mais en fait, ils trouvaient ça chouette pour la plupart parce que ça venait vraiment faire cerise sur le gâteau pour eux.
Parce que oui, effectivement, du mal-être, du stress, ils en entendent à longueur de journée. Je pense qu'ils sont assez démunis aussi face à ça. Déjà, ils n'ont pas énormément le temps d'écouter. Et donc, c'était pour eux vraiment une façon de me partager leur patientèle avec un aspect complètement différent. Et puis après tout, si ça faisait pas de mal, voilà, quoi, c'était pas... Ouais. Mais ça a vachement bien marché, en fait. Donc, j'ai commencé avec des généralistes, et puis des gynécologues, des dermatos. Et finalement, je me suis occupée aussi bien du désir de grossesse que du bébé, de l'enfant, de l'ado, de l'adulte, et puis du plus vieux. Donc, je suis allée dans des maisons de retraite, faire des groupes. Et je me suis pas limitée du tout, en fait. Je suis partie du postulat que ces outils-là, ils étaient adaptés à tout le monde. Il suffisait simplement de choisir d'où ça partait chez moi, en fonction de qui j'avais en face de moi. D'accord. Donc, je continue mes formations. Je pars en somatothérapie. C'est donc une thérapie qui est vraiment plus axée sur le corps et sur les postures, le travail du souffle. Et tu comprends bien qu'à l'hôpital, le souffle, c'est primordial. Ah bah, c'est essentiel. Enfin, moi, je sais que j'ai pris des cours de yoga prénatal et tout pour mes 2 accouchements. Et en fait, je me suis dit, mais heureusement, je savais respirer parce que la deuxième, elle est née sans péridurale. Et j'ai pas pris du plaisir, mais au moins, j'étais actrice parce que je savais respirer. Et encore, là, je me suis rendu compte récemment, dans ma petite voix, je me suis dit, allez, je vais prendre des cours de chant, rêve de toute ma vie, je ne l'avais jamais fait, donc là je me suis dit, allez, j'y vais, je prends des cours de chant, et je me suis rendu compte que je ne savais pas non plus encore respirer, malgré tous les cours de yoga et compagnie que j'avais fait, parce que, c'est un peu technique, mais mon diaphragme, je le montais à l'inspire au lieu de le descendre, et en fait, j'étais en suroxygénation, j'avais la tête qui tournait, je me suis dit, mais en fait, je ne savais pas respirer, j'ai 36 ans, enfin, c'est fou de se dire qu'on... Enfin, moi, mes enfants, je suis rentrée, je leur ai dit, on va apprendre à respirer, les chatons. Mais les chatons, ils savent respirer par eux-mêmes. C'est en grandissant qu'on déforme. Et en même temps, c'est pas grave. Enfin, c'est pas comme si tu avais passé 36 ans sans respirer. C'est qu'il y a un moment où tu te rends compte que tu peux respirer différemment. En fait, c'est de l'optimalisme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu avais fait ça comme ça et c'était OK, très bien. Et puis, à présent, tu respires différemment. Et c'est ça qui est magique dans la respiration, c'est qu'en fonction de ce dont tu as besoin, tu l'adaptes. Donc, avec le yoga prénatal, tu avais appris différentes choses avec d'autres espaces. Et avec le chant, tu visites d'autres espaces. Et tout ça, en fait, forme un puzzle. C'est ça, c'est exactement ça. Tu es la reine de la respiration, du diaphragme, pour finir du périnée. C'est ça. Mais c'est toujours très utile. Et c'est ça, c'est des pièces de puzzle. Ça n'enlève rien à ce que tu avais fait avant. Mais ça t'ouvre de nouveaux univers qui sont top. C'est une arme dans la vie, de savoir respirer. Alors, une arme, je ne sais pas, parce que je me dis que je ne me bats pas, moi. Je me dis que c'est un bel outil. C'est vrai. C'est un bel outil. C'est un bel outil. Carrément. Et du coup, plus tu en as dans la sacoche et plus tu es capable de gérer... Et tu vois, tu disais un truc qui m'a vachement touchée, parce que c'est tout à fait ça, de se dire que tu t'es sentie active. Dans la vie, il nous arrive des tonnes de choses sur laquelle on n'a pas la main, des tonnes d'expériences. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'endroit où tu es active ? C'est ça. Mais ça change tout. Ah bien sûr, ça change tout. Quand tu subis et quand tu es active, ça change tout, bien mais sûr. Oui, mais du coup, quand tu vis des trucs, déjà, tu t'y attendais pas, heureusement, mais en plus, tu sais plus, ça casse un peu les pattes quand même, des expériences difficiles. Bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en fais ? Ça te perturbe. Comment tu le transformes en une force, bien sûr. C'est ça. Et puis, comment tu le transformes en « OK, je vais surfer dessus, je vais dépasser » ou... Donc, ça demande en fait énormément de créativité, une espèce de passion de la vie. Et puis, des fois, quand tu la perds, tu es bien entouré. Tu as la famille, tu as les amis, tu as les nouvelles rencontres. Et puis, c'est ce truc qui fait qu'en fait, tu n'es jamais vraiment seule. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que disait Pénélope Boeuf dans le premier épisode. Elle disait que, donc là, dans son changement de vie en devenant podcasteuse, elle a rencontré plein de personnes qui sont devenues maintenant des amies. Et en fait, alors, elle a gardé ses amis d'avant. Mais en effet, elle fait des rencontres tous les jours. Et d'ailleurs, moi, je le vois là depuis le début du podcast. Il y a des gens maintenant, j'échange avec eux tous les jours ou tous les 2 jours en fait, et c'est génial en fait. Et c'est pas pour autant qu'en effet j'ai toujours mes amis d'avant, mais ça enrichit la vie. Mais en fait, l'amour, ça se partage, ça se distribue, mais c'est ce que je disais à mes enfants quand il y avait un nouvel enfant qui arrivait à chaque fois. C'est que mon cœur il grossissait. J'ai 3 enfants, C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas moins recevoir, c'est que mon cœur il grossissait, donc ils recevaient la même quantité. Mais du coup, mon cœur grossissant, il y avait encore plus à donner. Et je crois que pour les amis, c'est pareil. Ça grossit. Et oui, le temps n'est pas extensible, c'est vrai. Mais je crois que la qualité du temps qu'on consacre à ceux qu'on aime est quand même vachement chouette.
clairement, hein, plus on vieillit et plus on vit des choses et plus on se dit, bah oui, je vais peut-être voir moins de gens, mais au moins quand je les vois vraiment en fait. Et puis si t'en voyais quand même tout autant et qu'à chaque fois ça t'apportait des choses différentes, c'est comme si d'un coup tu avais un espace-temps un peu physique quantique, le temps finalement est extensible. Ouais. Mais oui, c'est du lien qui est essentiel et du coup c'est vrai que sur le milieu hospitalier, la respiration, ça a été extraordinaire comme aventure. Je pense que j'ai été l'une des premières à rentrer en tant que relaxologue, sophrologue à l'hôpital. D'ailleurs, je remercie la clinique de l'Estrée qui m'a fait confiance, donc il y a quand même presque 10 ans, 10 ans de ça. C'était un pari fou, parce que ça ne se faisait pas, on ne connaissait pas du tout mon métier. Et ils m'ont fait confiance, et c'est vrai qu'on a partagé 4 ans de travail extra, et j'ai eu la chance d'aller travailler quasiment à tous les services. J'étais présente dans les grossesses pathologiques, jusque dans les salles d'accouchement. Ouais. Parce que ce qui était chouette, c'était justement de pouvoir redonner à la femme et à son mari, s'il était là, ce pouvoir de se sentir acteur. Ouais, Qu'est-ce essentiel. que j'en fais et en fait, c'était un espèce de coaching de mais si vous pouvez le faire, c'est super ce que vous faites. Génial. Allez, on respire. Monsieur, mettez-vous là, puis on va faire ça. Ouais. Tu vois ? Ah, mais je vois complètement. Des fois, quand tu as un truc émotionnel énorme, bah, tu sais plus quoi. Et d'ailleurs, tu respires plus, tu fais... tu restes en apnée. Ouais. Ou tu fais comme dans les films et tu fais le petit chien alors que c'est tout ce qu'il faut pas faire. Ben oui, parce que ça te soulage pas en plus. Et c'est vrai que des fois, tu dis, tiens, on va essayer ça, voilà, et vous, et ça, Et c'était des couples qui savaient, qui avaient dit oui, on aimerait bien, ou t'étais là et au fait, bonjour, Sandy est là. Exactement, bonjour, je suis Sandy. Ça, c'est un beau cadeau. Hein. Est-ce que c'est OK pour vous que je sois là ? Je viens voir si vous avez des douleurs. Oui, j'en ai plein. Regardez. Et en fait, d'avoir cette présence, des fois, c'est ça qui est important. C'est une présence, une voix paisible. Et puis, moi, j'ai quand même cette grosse énergie où, voilà, on y va et puis ça dépote du steak, quoi. Ouais, t'es au milieu de je t'apaise, mais en même temps, je te booste. On y va. On y va. Parce que, voilà, on n'est pas là pour taper des drops, hein. Et puis, on va pas faire en sorte que ça va durer des heures parce que plus ça dure et plus c'est dur. C'est comme un marathon. Et en même temps, il faut économiser, enfin, il faut se connaître. Il y a des événements dans la vie qui sont là pour te dire, regarde, apprends de toi, ce que tu es capable. Là où tu as tes limites, OK, ça, tu peux les assouplir. Et c'était génial. Et puis, du coup, j'ai vécu une expérience fantastique aussi en cancérologie. Et ça venait vraiment toucher mon histoire. Et c'était un peu la raison du pourquoi j'avais décidé de changer de vie. Et ça a été un cadeau extraordinaire parce que quand tu souffres, vraiment, à des degrés insupportables sur cette échelle de 9 à 10 où tu es à 12, tu as besoin aussi de récupérer une main sur ce que tu es en train de vivre. Et c'est vrai que ça ne va pas résoudre tes problèmes, la relax ou la somatothérapie, mais ça change tout, en fait, de comment tu vis les choses, une connaissance de ton corps. Quand tu es malade, en plus, tu te dis, mais mon corps m'a trahi. Tu vois, tout allait super bien. En plus, tu as des maladies comme le cancer, tu les sens pas forcément. Donc, tu te sens trahi, tu t'en veux, te dire pourquoi tu m'as fait ça. Et de venir se reconnecter à soi-même et te dire, OK, là, j'ai mal, je vais respirer. OK, là, je vais plutôt faire ces mouvements-là, ça va m'aider. Et donc, j'étais dans les salles pendant les chimiothérapies. Et ce qui aidait grandement quand ils commencent à recevoir leur chimio, et puis pendant. Et c'était des liens fantastiques parce que dans la douleur, en fait, tu enlèves un peu les masques. Et moi, j'adore l'authenticité. Et je trouvais que c'était vraiment des partages de vie qui étaient forts. Et c'était pas toujours joyeux, mais c'était authentique. Et il y avait toujours cette envie de qu'est-ce qu'on en fait et de partager des outils pour que sans moi, ils continuent quand même. Donc, j'aime bien me sentir présente, mais que les gens soient autonomes. J'aime pas du tout la dépendance. Et j'avais vraiment besoin qu'ils puissent continuer à le faire s'ils avaient envie. Donc, on partageait tout un tas d'exercices, de façons. Et aussi, ce contact qu'on avait là à l'hôpital à ce moment-là, c'est précieux. Tu sais, c'est la calinothérapie aujourd'hui. Mais tu vois, il y a 10 ans, on n'en parlait pas trop. Mais en fait, ça te recharge grave, quoi. Quand on te prend dans les bras, quand on te regarde dans les yeux.
et qu'on est là pour t'encourager. Et, enfin, c'est énorme, quoi. J'ai lu un article la semaine dernière sur, en effet, le pouvoir du câlin. Il disait qu'il fallait qu'on fasse 4 câlins par jour pour pouvoir être heureux. Et je me suis dit, moi, 4 câlins, c'est quand même énorme. C'est Enfin, vrai. Après, moi, en soi, je me suis dit, j'en fais beaucoup plus parce que, Tu vois. mes enfants, j'en ai 2. Donc, déjà, le matin, il y en a 2. Il y en a beaucoup plus que 4. Mais bon, tu te dis, c'est quand même énorme, 4 câlins par jour. Après, tu sais, c'est aussi symbolique. C'est quoi un câlin ? C'est pas forcément se serrer super fort dans les bras, c'est aussi une main dans le dos, c'est aussi... C'est une attention. Oui, c'est ça, c'est vraiment un câlin, c'est une qualité de présence aussi, et la façon dont tu regardes l'autre, et comment tu lui laisses de la place dans ton monde à toi, enfin, c'est tout un tas de choses qui peut être hyper plus vaste, en fait. Bien sûr, ce que ça m'évoque, c'est qu'un jour, j'avais entendu parler c'est un clochard qui racontait sa vie, et il disait... L'argent, oui, évidemment qu'on a besoin d'argent, vous nous laissiez une pièce, mais juste que vous nous regardiez dans les yeux et que vous nous disiez bonjour, comme si on était un être humain, en fait. Et c'est déjà énorme. Et je sais que nous, tous les matins, quand on va à l'école, on passe devant 2 clochards, et avec les enfants, on prend le temps, bonjour monsieur, et je me dis, on lui donne des pièces de temps en temps, mais pas toujours. Et considérer l'être comme c'est une caresse, entre guillemets. Exactement, c'est un câlin, c'est vrai. Et c'est chouette d'apprendre ça à ses enfants aussi, et pour soi-même. Parce que, tu vois, c'est une attention, c'est une présence. Et bien sûr que tout le monde a besoin d'argent pour vivre, c'est évident. Et aussi, on a tous besoin de se sentir exister. Enfin, on se rappelle nos cours de philo, si on s'est arrêté là après sur la philosophie, mais exister dans le regard de l'autre, c'est primordial. Et ce que tu renvoies comme image à l'autre, c'est un cadeau. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas ? C'est ça. Et c'est gratuit. Ouais, et puis ça nourrit les deux, en fait. Bien sûr. Ah bah oui, ça fait du bien aux deux. Ouais. C'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un jeu que j'aime beaucoup dans le métro, alors que j'utilise assez rarement quand même. Mais quand je vois quelqu'un de vraiment super triste, mais pas bien du tout, et que je suis assise pas loin ou debout à côté, j'aime bien le regarder dans les yeux et lui dire je vous vois. Je sais que vous êtes une personne exceptionnelle et que vous avez des choses fantastiques à faire. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais moi, je vous vois, je le sais, vous allez le faire. Et comment ils réagissent, tu as cette étincelle dans les yeux. Ça peut être hyper déstabilisant, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là Je serre mon sac contre moi. Ou au contraire, ça donne une force. Mais on n'a pas l'habitude de recevoir ça, en fait. Des mots valorisants. Et en même temps, j'en sais rien, ce qui se passe pour l'autre. Mais tu vois, j'ai une petite idée quand même de l'humanité. C'est que je me dis, à l'intérieur de moi, j'ai toutes les facettes de l'humanité. Toutes, mais vraiment, sans exception. Les plus belles comme les plus moches. Et je décide, par mes actes, de passer justement à l'acte ou pas. Donc, en fonction des degrés des facettes, qu'est-ce que moi je fais ? Oui, je peux être violente, moi aussi. Je peux faire de la peine. Mais du coup, j'en décide quoi, finalement, dans le degré ? Est-ce que j'ai besoin de faire ça ? Ok, ça, je l'ai fait. C'est plutôt... je me sens meilleure que personne, en fait. Je me dis qu'on est tous logés à la même enseigne. On a tous cette capacité de décider ce qu'on fait. Et puis, il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres de décider effectivement de faire des bonnes choses. Et ça ne m'empêche pas des fois de foirer. Je ne dis pas, je suis parfaitement imparfaite, heureusement. Mais j'ai cette envie-là. Encore une fois, chaque matin, je suis vierge et je décide d'avoir cette attention et d'être vigilante et de partager. Et puis voilà, peut-être que dans 15 ans, je recevrai un message, on me dira « Je vous avais rencontré dans le métro. » C'est génial. Ou pas. Mais c'est pas, je suis pas la seule, hein. C'est gratuit. Oui, je me souviens d'un livre d'Alexandre Jardin que j'aime beaucoup. Son père laissait dans les cabines téléphoniques, alors les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit, des chèques en fait signés mais vierges. Génial. Et il était très excité de laisser dans l'annuaire, oui il y avait des annuaires, un chèque comme ça en blanc en disant si ça se trouve demain on est ruiné mais on va faire le bonheur de quelqu'un. C'est fou. Donc il y a ce côté un peu foufou, c'est vrai, mais aussi cette magie de se dire que je fais un acte, je ne sais pas trop comment ça va être reçu, mais en même temps, je le fais. Tu sèmes une graine et la magie opère. Exactement. Ou pas, d'ailleurs. Mais il y a l'intention. Et ça, c'est vachement chouette. On sent plus vivre. Exactement. C'est important pour moi de me sentir vivante. Tu sais, à l'hôpital, j'ai fait beaucoup d'accompagnement en fin de vie, et à l'hôpital et à domicile. Et c'est pour moi toujours... une chance de continuer à respirer. À chaque fois, je me dis que j'ai la chance de continuer à respirer.
Ouais. Qu'est-ce que j'en fais ? Ouais, quand tu es face à des gens qui sont en train de mourir, en effet, c'est une grande question. Ouais. Et je ne suis pas seulement face, t'imagines bien maintenant que tu me vois, toi aussi. C'est-à-dire que dans cet accompagnement, qui est difficile quand même. Bien sûr, Personne n'a envie de mourir, ça fait peur à tout le monde. Et aussi, il y a une capacité dans cet activisme, justement, de laisser aller, de dire oui, de toute façon, tu y vas. Mais tu peux lutter, résister, et du coup, c'est vraiment dur, ou tu peux vraiment te laisser aller aussi. C'est ça. Et dans cet accompagnement-là, ce qui est chouette aussi, c'est pour la famille, les proches qui sont autour, de se sentir actifs, parce qu'on a beau dire maintenant, oui, il faut leur dire, pardon, tu as le droit de partir, je t'autorise à partir. En fait, non, on n'a pas envie de laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est hyper violent de se dire ça. Mais par contre, dans les actes, il peut y avoir tout ce sens-là, d'être présent, et c'est comme un accouchement, finalement. Quand tu sens que tu es aidant et que tu es actif et active, tu traverses les épreuves de façon beaucoup plus résiliente, parce qu'un accouchement, ça peut être aussi très violent, c'est beau, mais ça peut être très dur. Enfin, on voit tous les baby blues qu'on peut avoir après aussi, enfin, c'est quand même un choc pour le corps, évidemment, mais psychologique aussi. C'est énorme. Tu vois, je me dis qu'en fait, finalement, la fin de vie et la naissance, ça se ressemble. T'es poussé, t'as un endroit que tu connais bien, tu sais pas où tu vas, mais il y a quelque chose qui te pousse, une espèce de contraction ou de force de vie, et tu dois y aller. Donc, si tu dis oui, t'y vas, et puis si tu dis non, tu luttes, on vient te chercher au forceps. C'est ça. Mais tu y vas quand même. C'est ça. Et dans ce cadeau de respirer, du coup, ça change beaucoup les choses quand même, quoi qu'il arrive. Parce et puis quand tu nais, c'est le premier cri. Tu vois, ma Charlotte, elle n'avait même pas crié à la naissance. Ah ouais. elle avait vraiment, du coup, ouvert ses poumons de façon très paisible. Elle avait regardé tout. Parce que, la sage-femme qui nous avait accompagnés aussi avait été, déjà, il y a 15 ans, très respectueuse de ne pas couper le cordon tout de suite. Enfin, ça avait été un super moment. Et du coup, ça n'avait rien de violent. Ça a été le changement après, dans les chaises musicales qui étaient violentes. T'es 2, tu te retrouves 3, c'est toujours très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon travail aussi, c'est d'accompagner ça, parce que c'est des événements qui sont tellement chamboulants, alors que la société te dit que c'est normal et que tout le monde le fait. Mais en fonction de ta sensibilité, de qui tu es, de comment tu es entouré, tu peux vivre ça de façon très difficile. Alors, on va chercher plein d'informations autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc assez français de se dire tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, la maternité, c'est ça. La paternité, voilà, ça. Et en fait, tu es un peu perdu. Ouais, et puis tu es mal informé d'ailleurs. L'épisode qui va sortir cette semaine, on enregistre avant, ça sera Clémentine Gallet de Bliss Stories qui raconte en fait via des podcasts. C'est le premier podcast de la maternité en France, et elle décrypte justement tout ce qui se passe pendant que tu es enceinte, avant que tu sois enceinte. Et elle disait qu'elle a lancé le podcast parce qu'elle s'est rendue compte que quand sa petite sœur était enceinte, qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune info qui était... Et donc elle s'est dit, pourquoi pas moi, et elle est allée, et aujourd'hui ça cartonne, et c'est top. Ouais. Mais oui. Mais il n'y a pas assez d'infos. Non, et après, c'est un mélange entre il n'y a pas assez d'informations et il y a beaucoup d'informations. Et en fait, après, quand tu es perdu, c'est de se reconnecter en fait à ta petite voix. C'est ça. Ta pensée critique. Ok, j'ai toutes ces infos, mais en fait, moi, j'en fais quoi ? Je suis quoi, moi, là-dedans ? Non, il faut faire ça comme ça, mais en fait, j'en sais rien. Comment je le vis, comment j'ai envie de m'approprier le sujet. Exactement. C'est que du coup, quand on est déstabilisé, on devient un peu dans du conformisme. C'est qu'on se dit, voilà, il y a des gens, j'adore cette expression, ils savent. Ils sont scientifiques. Et toutes ces petites communautés qui parlent, qui pensent mieux savoir que les autres, eux, ils savent, donc du coup, je vais me plier à ce qu'ils me disent. Mais en fait, non, retrouvons notre capacité justement de nous écouter, nous. Qu'est-ce que ça me dit ? Est-ce que ça résonne en moi ? Est-ce que moi, je suis ça ? Est-ce que j'ai envie de ça ? Et du coup, après, on avance pas à pas. En fait, je pense qu'on tâtonne tous, tout au long de notre vie, pas seulement avec des nourrissons, mais sur nos vies, sur nos envies, sur nos choix. Et puis, dans du pourquoi pas moi, si tu attends de verrouiller tout un tas de trucs pour te sentir trop en sécurité, tu vas nulle part. C'est ça. Donc, c'est toujours ce même endroit de toi qui te dit, OK, j'écoute ma voix, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, on a tous des degrés de sécurité très différents, mais au bout d'un moment, en fonction de nos degrés de sécurité,
On appelle ça aujourd'hui beaucoup la zone de confort, sortir de sa zone de confort. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire, ma zone de vie, elle est toujours hors du confort. Ouais. C'est un endroit où je ne sais pas ce que c'est qu'une zone de confort. Je suis toujours en challenge, en quête de sens, de nouveautés, d'apprentissage. Et c'est ça pour moi le confort, en fait. Je ne peux pas faire autrement, mais il y a d'autres personnes pour qui c'est très différent. Et il faut aussi s'écouter. Moi, j'aime pas cette idée de se mettre un coup de pied aux fesses. Bah, non. Si c'est dans un jeu érotique et tout le monde est d'accord, pourquoi pas, mais dans sa propre vie, c'est un peu douloureux quand même. Il faut savoir se secouer, s'écouter et se dire, mais en fait, là, si je continue comme ça, oui, je vais être dans ma zone de confort, mais finalement, quand il y a trop de confort, après, il n'y a plus de fierté, parce que finalement, on est fier que de choses où on s'est un peu remué, en fait. Et puis, est-ce que c'est vraiment confortable ? C'est ça la vraie question. C'est la vraie question, en effet. Si tu pars du postulat que notre vie est faite pour évoluer, tu ne t'arrêteras jamais d'évoluer. Ouais. Au bout d'un moment, si tu sens que justement ce confort, c'est ton petit parc, comme les bébés d'ailleurs. Tu es dans un parc. Ouais. C'est top, tu le connais bien. Mais tu vois qu'il se passe d'autres trucs dehors, derrière tes petits barreaux. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues d'évoluer ou pas ? Et comme on continue tous d'évoluer, au bout d'un moment, c'est ça, c'est de se dire, ok, là, je me suis posée dans cette période, c'était top, j'ai construit, j'ai fait ça. Et après, comment je continue pour continuer de grandir ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs, hier, j'étais à la conférence de Daniel Blouin, donc, qui est le 3e épisode de podcast, et il était à Change Now, il a fait 6 conférences en anglais. Il me disait, j'ai jamais parlé devant autant de personnes en anglais, de autant de nationalités. Enfin, pour lui, c'était vraiment un challenge, alors qu'il a déjà fait plus de 300 conférences dans sa vie. Et il disait... Il nous relisait la préface de son livre qui s'appelle Sortie de zone. Et en fait, il disait, la personne qui a écrit la préface, c'est un peu notre Chantal Goya à nous, qui est canadienne, puisqu'il est canadien. Et la préface, ça commence en mode, alors j'ai plus le texte exact en tête, mais c'est, on a tous un jour, quand nos chaussures commencent à devenir trop confortables, c'est qu'en fait, il faut en changer, il faut en mettre des plus petites, enfin des plus grandes, mais où on va se sentir un peu étriqué ou trop large. Mais en fait, dans la vie, on doit changer de chaussures parce que dès qu'on se sent trop confort, c'est qu'on est trop dans notre zone de confort, donc il faut y aller. Et elle racontait qu'elle se rappelle la première fois où elle est montée sur scène et que Daniel l'a regardée parce que c'était son manager, qui l'a regardée dans les yeux, genre « c'est bon, tu peux y aller ». Elle dit « mais toute ma vie, je me rappellerai de ça ». Et en fait, elle dit « mais moi, je vais garder mes paires de chaussures dans mon placard pour regarder la plus petite ». Qui était celle-ci, en fait. Et j'adore la métaphore. Tu te dis, les paires de chaussures, t'as un peu confort, non, on y va. On n'hésite pas à changer, quoi. Surtout qu'elle va finir par s'user, ta paire de chaussures confort. C'est ça, bien sûr, ouais. Donc, du coup, ça a toujours beaucoup de sens. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, en fonction de qui on est, t'as des métaphores qui vont te parler ou pas. Mais c'est génial, du coup, d'avoir aussi tout cet espace-là, toute cette bibliothèque d'inconscient collectif, de partage de données, c'est extraordinaire. Ouais. Donc là, t'es à l'hôpital. Oui. Et il y a encore une nouvelle étape dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, du coup, en travaillant forcément maternité, cancérologie et surtout fin de vie, se pose la question de la sexualité. Ouais. Tu sais, avec des exercices de détente, tu vas quand même assez profondément en toi. Puis quand tu te détends, tu fais tomber les masques. Et forcément, la question de la sexualité arrive toujours. Ok. Parce que la sexualité, c'est l'énergie de vie. Donc, tu vois, quand tu es malade, c'est certes plus la priorité, mais enfin quand même, c'est ce qui te garde encore un pied dans le monde du normal et du vivant. Okay. Sauf que tu n'as pas le droit d'y penser parce que tu es là pour te concentrer à te guérir, à lutter pour survivre. En maternité, c'est pareil. C'est un endroit où, ok, tu viens d'être maman... et papa, et où du coup, c'est plus la priorité. Mais enfin, quand même, d'être parent, c'est chouette, mais du coup, tu n'es pas juste un couple de parents. C'est ça. Et en soins palliatifs, c'était ça aussi. Donc, du coup, je me suis formée en sexothérapie. Okay. Parce qu'une fois qu'on détendait son corps, forcément, on allait en parler. Et à partir de ce moment-là, les gens sont vraiment, m'ont vraiment amenée à énormément discuter de ça. Et ça a été une belle aventure aussi pour moi de remuer, de ramener encore du sens à la sexualité. Parce que finalement, quand tu es malade, tu n'as pas la même sexualité qu'avant. Ouais. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que est-ce qu'elle était déjà suffisamment gratifiante avant ? Mais on ne se posait pas la question. Et ramener une sexualité qui a du sens, c'est aussi de se dire, ok, c'est quoi mon monde érotique en fait à moi ? Qu'est-ce que j'aime ? Et souvent, on ne se pose pas ces questions-là. On est là à se partager, soit avec quelqu'un depuis longtemps ou soit de différentes personnes.
mais on se pose pas vraiment la question de qui on est dans notre costume Eros. Et c'était hyper intéressant de venir travailler ça, ce sens dans la sexualité. Comment est-ce que je m'envisage et surtout comment j'ai envie de me partager. Et comment ton entourage l'a vécu, le fait que tu te formes à la sexualité, la sexothérapie? Tu sais, la sexualité, soit on n'en parle pas, ou soit on en rigole beaucoup. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de sérieux par rapport à tout ça. Mais j'ai eu énormément de chance, encore une fois. C'est que j'ai croisé le chemin de Brigitte Lahaie, que je remercie vraiment du fond du cœur. Et elle m'a ouvert les portes de son émission sur RMC à cette époque-là. Et j'étais régulièrement invitée dans son émission pour justement répondre aux questions des auditeurs avec cette partie relaxation, détente et surtout avoir du sens. Et c'était chouette parce que j'entendais vraiment dans les retours des auditeurs qu'il n'y avait plus seulement je voudrais que mon mari me fasse ça ou ma femme fasse ça. Il y avait cette capacité de te dire ok, j'arrive pas à partager ça ou j'ai pas envie de faire ça, mais qu'est-ce que je peux en faire et non pas qu'est-ce que je peux faire, parce qu'on peut tous se forcer à faire des choses ou tout verrouiller. Mais du coup c'est encore dans cette voie du milieu, c'est pas soit je fais tout soit je fais plus rien. Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est toujours une quête de sens de soi, en fait. C'est toujours une traversée de son désert. Et c'était chouette de pouvoir amener cette dimension sacrée de la sexualité et activiste encore. Quoi. Je suis là, je suis aux commandes. La sexualité, c'est là où tu t'abandonnes complètement. Mais je suis encore là. Mais parce que moi, je me dis, dans ton entourage, il n'y a personne qui s'est dit, mais mon Dieu, en plus, elle parle à la radio. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais elle s'en cache pas. Enfin, des fois, comme tu es une femme, tu étais jeune. On était quand même, même si on parle aujourd'hui, YouPorn, ça explose, il y a quand même il y a 10 ans de ça, un regard de la société qui était quand même un peu dans le jugement sur tout ça. Oui, alors du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que autour de moi, c'était vécu comme un peu quelque chose de très rigolo. D'accord. C'était un peu la fierté du coup dans la famille de mon mari parce que du coup voilà, j'avais son nom qui était donc c'était très rigolo pour eux. Après je suis quelqu'un de très respectueuse, c'est-à-dire que de parler de sexualité pour moi ce sera toujours quelque chose de respectueux. On peut rigoler, je suis assez rigolote en plus donc j'en rigole très facilement. Mais ça reste quand même quelque chose de sacré et de beau. Donc finalement, comme il n'y avait rien de vulgaire ni graveleux, ça a été, en même temps, j'ai envie de te dire que ça a été un moment où du coup, ils se sont rendus compte que c'était quand même un peu sérieux mon job. Quoi. Parce que jusqu'à présent, je partageais pas trop ce que je vivais à l'hôpital. Tu vois, c'est déjà, il y a une confidentialité autour de tout ça. Et puis... les émotions que je pouvais vivre dans mon cabinet et à l'hôpital, elles sont pour moi. Moi et mon superviseur qui est là pour m'aider à clarifier tout ça. Mais dans ma famille, pas trop. Donc, ils ne se rendaient pas trop compte en fait, de ce que je faisais. Et petit à petit, voilà, il y a eu des articles qui ont été faits sur mon travail à l'hôpital, donc mes passages à la radio. Et oui, je pense que ça a été une bonne caution pour eux aussi. Pas seulement du coup mes partenaires de travail, les médecins avec qui je travaillais, qui me faisaient confiance, mais aussi du coup dans ma famille, de leur prouver que voilà, c'était pas qu'un hobby de femme au foyer et que ça avait du sens. Et puis tu vois, 15 ans après, ça s'est quand même beaucoup développé. Bien sûr, Donc c'est bien à un moment donné de faire les choses qu'on a envie. Et tu vois, je me suis pas limitée en me disant non mais... je peux pas faire ça, ça n'existe pas. Donc du coup, j'ai fait les choses, je me suis écoutée. Et, ça n'a pas toujours été très simple, mais en fait, je m'en fichais complètement, quoi. C'était parti. Après RMC, donc ça se finit pour quelle raison? Alors, à la naissance de mon 3e enfant, c'était un peu compliqué quand même de gérer toute cette famille et mon activité sur Paris. Donc, nous partons sur Bordeaux, le bassin d'Arcachon, pour se rapprocher de la famille. Ça a été une période qui a été plutôt compliquée pour moi parce que j'ai pas du tout retrouvé mes marques. D'accord. J'ai pas réussi à relancer un cabinet, à retravailler à l'hôpital. C'était toute une autre mentalité sur comment on travaillait ensemble. Alors heureusement, j'ai été de nouveau accueillie à la Ligue contre le cancer, qui m'ont fait confiance, on a fait des belles choses. Mais du coup, j'ai pas réussi à retravailler à l'hôpital. Et j'ai commencé à travailler en fait sur Skype.
Ok. J'avais des patients de Paris qui m'appelaient toujours. Donc, j'ai continué en fait mon activité comme ça, à distance. C'est pareil, tu vois, c'était il y a 7 ans. C'était pas, ça se faisait pas trop non plus. Donc, maintenant, c'est devenu courant avec la e-santé et la télémédecine. Mais tu vois, il y a 7 ans, c'était pas encore... j'étais toujours un petit peu en avance des choses. Mais voilà, j'avais continué comme ça, donc toujours dans le cancer. Et puis... finalement, je pars vivre en Grèce et avec mes enfants. Et ça a été une belle expérience parce que c'est une autre culture. Je trouve que de vivre dans un autre pays, ça vient toujours assouplir justement le cadre. Pourquoi la limites. Grèce ? Parce que mon nouveau mari est grec. Et que c'était un peu compliqué pour réunir toutes nos familles de rester en France. Et j'avais envie, en fait, que mes enfants puissent bénéficier d'une ouverture culturelle. Donc, ils vont à l'école française, là-bas, avec des enfants qui viennent d'un peu partout. C'était vraiment une belle aventure. Donc, je suis très contente qu'on ait fait ça. Ça nous a appris énormément de choses sur la tolérance, sur l'inclusion, le féminisme. Ouais, c'est ce que tu me disais, c'est que ils sont très très loin les Grecs encore par rapport à nous sur tout ce qui est féminisme. Oui, je pense qu'ils sont encore très traditionnels dans beaucoup de choses, même si il y a eu une élection il n'y a pas très longtemps et qu'il y a une femme présidente. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore très, très figées sur la répartition effectivement dans le foyer. Mais tout évolue dans la vie, c'est ça qui est bien. Après, on revient là sur Paris parce que l'école n'était pas très adaptée pour le lycée. Donc, on revient pour la scolarité des enfants. Et puis, du coup, je retrouve tout mon plaisir du travail à Paris. Et c'est chouette, quoi. Mais je sais que je repartirai encore un jour. En Grèce ou ailleurs ? Je ne sais pas. Tu verras, de toute façon, la vie est faite d'opportunités. Donc là, depuis que tu es rentrée à Paris, donc c'était quand ton retour à Paris ? C'était là, début d'année, donc c'est tout nouveau. D'accord, début septembre, donc septembre Non, en décembre. Je suis arrivée fin décembre, donc je reviens juste. Ah oui, c'est tout frais. Et donc là, tu avais continué, j'imagine, à garder ton activité avec tes patients. Donc là, tu as rouvert un cabinet à Paris ? Oui, j'ai rouvert un cabinet qui est Porte de Versailles. Et du coup, je suis en train de renouer toutes mes anciennes relations avec mon réseau. Donc, j'interviens dans la fondation RL qui s'occupe de femmes qui ont le cancer. Et puis, petit à petit, je vais revenir à l'hôpital sur des groupes de parole pour des hommes qui ont cancer de la prostate, en sexualité. Donc, je vais toujours continuer à développer la partie sexualité, la partie prendre soin du corps, gestion de la douleur et de l'angoisse, en fait. Et puis, après, dans l'entreprise, on peut aussi s'occuper sur gérer effectivement le stress et surtout les conflits. Mais c'est toujours les mêmes outils, mais ça dépend à qui ça s'adresse. C'est un angle différent pour chaque personne. Voilà. Et j'ai vu dans ta présentation que tu te présentes comme le Jiminy Cricket. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est la voix de la conscience. En fait, je crois qu'on a tous cette capacité de savoir pour nous. Et que des fois, quand on va vraiment pas bien ou quand on en a trop sur le paletot, on oublie. Et mon travail à moi, c'est de vraiment reconnecter à cette petite voix intérieure. C'est pas la mienne. C'est la vôtre, en fait, c'est la tienne. Et qu'est-ce qu'elle te dit quoi, cette petite voix ? Et moi, je suis juste là pour apporter des outils, faire en sorte qu'on mette un peu à plat et qu'on puisse de nouveau entendre cette petite voix et refaire tout seul, en fait, parce que c'est ça qui est important. De retrouver cette capacité de faire soi-même. Et dans tous ces changements, parce que tu as fait Paris, après Bordeaux, après la Grèce, il y a eu des moments où tu as eu peur, des doutes, Oui, heureusement. Mais en fait, la peur et les doutes, ce sont de précieux amis quand on les prend en considération et qu'on les écoute et puis qu'on fait avec. Mais si je les écoute pas, en fait, je fais plus rien. C'était quoi tes peurs ou tes doutes ? Mes peurs, c'était de ne pas réussir en fait à revenir travailler sur Paris. Tu sais, quand tu pars comme ça pendant 6 ans, tu te dis, voilà, c'est comme si j'avais fait de la morgue, quoi. Tout le monde m'a oublié. C'est une autre façon de travailler. Je ne sais plus aujourd'hui trop comment ça se passe dans les entreprises, quelles sont les préoccupations fondamentales des gens. Et puis en fait, non, je crois que je me fais confiance toujours. Et non, c'est pas très limitant pour moi tout ça. Je sais avoir du discernement
et je réagis en fonction de ce qui se présente. J'aime dire oui en fait à la vie et je me dis oui toujours. Je m'épouse déjà et je dis oui à la vie. Donc tes premières joies, tes premières sources de récompense par rapport à tous ces efforts que tu as pu mener, ça a été quoi dans ton parcours ? Oh là là, j'en ai tellement. Déjà de pouvoir vraiment profiter, de voir grandir 3 enfants merveilleux que j'ai mis au monde. Je les trouve fantastiques. Et ça, vraiment, je trouve que c'est chouette parce que ils sont le reflet de moi, du coup, aussi. Je me dis, ils sont un petit peu de moi à l'intérieur et je vois ces 3 individus se développer dans la vie. Ça, c'est un beau cadeau. Et puis, tous les retours des patients que j'ai pu accompagner ou de leurs proches, je me sens utile, en fait. Je sens que j'ai une vraie utilité. Et j'ai encore maintenant régulièrement d'anciens patients qui continuent de me donner de leurs nouvelles. On a toujours un lien. En fait, l'amour, ça ne s'arrête jamais. Ça a différents degrés, comme les Grecs l'ont très bien expliqué. Ça a différents degrés, l'amour, mais ça ne s'arrête jamais. Et il suffit juste parfois d'un petit mot qui permet de continuer. Donc voilà, je continue. Génial. Et bon, donc, qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens ? Oh, en fait, mes renoncements sont surtout d'ordre professionnel, je crois. J'ai toujours voulu consacrer beaucoup de temps à mes enfants, surtout quand ils étaient tout petits. Et j'ai tellement envie d'apprendre et faire plein de choses que du coup, voilà, pour le moment, je crois que mes choix, c'était surtout professionnel. De ne pas faire tout ce que je voudrais faire encore tellement de formations. Finalement, j'en fais que 2 au lieu de 7. Mais je renonce un peu à ça. Et en même temps, je me dis, il sera toujours temps de faire plein de trucs plus tard. Tu refais des formations là en ce moment ? Toujours. Ouais. De quoi là ? Psychologie positive. Ouais, bah du coup, là c'est en mars, je vais interviewer Christine Michaud, qui est une papesse de la psychologie positive, qui est une Canadienne, qui est absolument incroyable et elle vit en France là en mars, donc j'ai la chance de pouvoir l'interviewer. Super, tu me diras. Ouais, je te dirai. Elle s'est formée à Harvard sur ce sujet. La classe. Ouais. Moi, je me forme dans mon bureau sur Internet. Elle a écrit des super livres. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai lu que tu étais en train d'écrire un livre. Oui, avec une de mes collègues et amies. Nous écrivons un livre qui sortira l'année prochaine, qui parlera en fait de sexualité, forcément, mais surtout de développement personnel. Et il y aura tout un tas de personnages qui vivent soit des troubles, soit des blocages au niveau sexuel. Et en fait, au niveau de cette histoire, ils vont tous être amenés à se rencontrer pour différentes raisons. Et chacune de ces rencontres va leur permettre de prendre conscience de quelque chose à l'intérieur d'eux. Et du coup, il va y avoir des outils, parce que c'est quand même, c'est bien de tout comprendre, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, une fois que tu comprends, tu as des outils pour faire en sorte que tu continues de grandir. Il y a de plus en plus de livres comme ça. Typiquement, Christine Michaud, maintenant, elle avait écrit un peu des livres sur le guide du bonheur et compagnie. Et maintenant, elle écrit des romans, mais avec, en effet, où tu en sors avec clairement des outils. Oui. Et en France, je crois que la première à avoir fait ça, c'était, j'ai plus son nom en tête, mais c'est une ta vie commence quand tu n'en as qu'une, quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et c'est vrai que quand c'est lire un livre où c'est romancé, vs lire un petit guide, tu te l'appropries pas de la même façon. C'est le Petit Prince un peu plus décortiqué en fait. C'est qu'effectivement, en fonction de là où t'en es aujourd'hui, de ce que tu lis, tu vas comprendre des trucs et puis tu vas les mettre en pratique. Et puis si tu relis ça 15 ans après, il y aura d'autres choses. Ouais, c'est du Petit Prince en fait. Mais moi, j'aime bien ce côté, je prends les rênes et je suis actif et qu'en fonction de qu'est-ce que je peux faire. L'autonomie. Et de quoi tu es la plus fière aujourd'hui ? De moi. Je suis fière de moi. Ouais. Pourquoi ? Parce que je m'assume, je m'écoute. C'est pas toujours facile. Je me laisse pas dérouter facilement. Je laisse pas la pression sociale arrêter de faire écouter ma petite voix. C'est bien ça. Ouais. C'est fort. Est-ce que tu croises des gens qui te disent tu as de la chance ? Qu'est-ce que tu leur réponds ? Oui, c'est vrai. Et aussi, je vais la chercher. Comment tu vas la chercher ? En écoutant ta petite voix ? En écoutant ma petite voix et puis en allant parler beaucoup à plein de gens différents. Ouais, en t'ouvrant. Oui, parce que du coup, sans partage, je peux rien faire en fait. Ouais. Donc oui, je partage énormément, je rencontre énormément de gens. C'est que du partage en fait tout ça. Et la chance, oui, c'est ça, elle va le chercher. Si je suis toute seule dans mon salon, il se passe pas grand-chose. Mais par contre, si je suis dans l'échange sur les réseaux sociaux ou en face à face, moi j'aime assez le face à face,
il se passe toujours plein de choses magiques. Ouais. Tes prochains rêves ou challenges? Oh là là, je sais pas. Ah si, je voudrais faire une émission de radio sur France Culture. Bon, si une personne de chez France Culture nous écoute... Oh, elle nous écoutera, crois-moi. Ouais. Avec du recul, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Fais-toi confiance. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé. Ouais. Ça te parle? Ça me parle. Je partage. Est-ce que tu as envie de dire merci à quelqu'un et pourquoi, avant qu'on se quitte? Oh, il y aurait tellement de gens à qui j'ai envie de dire merci. En fait, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc, j'ai un crédit qui n'est pas très... Je remercie énormément. J'ai beaucoup de gratitude pour la vie, en fait, et pour les gens qui m'entourent. Je voudrais remercier le père de mes enfants. Il m'a permis vraiment de pouvoir écouter ma petite voix et le pourquoi pas moi, c'est aussi grâce à lui. Alors, je le remercie. Okay. Merci beaucoup, Sandy. Merci à vous. Vous n'avez pas pu y passer à côté. La semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. Je ne fais pas partie de ces personnes qui la fêtent. Au contraire, nous avons tendance à inviter des amis ce soir-là. Mais j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil à cette fête avec le parcours hors norme de Sandy. Pour en savoir plus sur elle, retrouvez tous les liens sur pourquoipasmoi.co. Le podcast vous plaît? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez m'aider à le faire connaître et permettre ainsi à vos proches d'écouter leur petite voix. Comment? Rien de plus simple. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Ico, Castbox ou autre, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire. Je vous dis à tout de suite sur mon profil Instagram, Pourquoi pas moi podcast, et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.